Bonjour, je suis Julien Cévéon au NIF et pour Clap CH. C'est la bande-annonce de Zombie que le mercredi après-midi, en fait, il y avait le centre aéré qui nous amenait. Moi, j'étais à Strasbourg-Saint-Denis et donc les cinémas le plus proche, c'était les cinémas de quartier, quoi. Donc le centre aéré nous amenait notamment au cinéma de René Château. Et puis avant une projection, je sais plus tout quel était le film, il y avait donc la bande-annonce de Zombie où il y avait toutes les scènes les plus chocs. On avait 6 ans, ça a traumatisé, mais je pense tous les gamins qui étaient là, j'en ai fait des cauchemars après. Et puis je pense que c'est ça qui a dû déclencher beaucoup de choses par la suite, quoi. J'ai fait un fanzine qui s'appelait East Side Stories en... Oh là, je sais plus quand est-ce que c'est, ça devait être au fin des années 90. J'ai fait 8 numéros, il me semble. Enfin, le dernier qui a été tiré à 5 exemplaires. Finalement, ça revenait trop cher de le tirer complètement, donc j'ai pas pu. Et puis avec ça, comme j'avais eu des bons contacts avec Starfix, ils aimaient bien ce que je faisais, Mad Movies et tout. Et puis j'ai commencé à bosser. En fait, j'ai commencé à bosser d'abord dans la presse anglo-saxonne, qui est généralement beaucoup plus ouverte. Donc quand je proposais des articles par exemple sur le renouveau du cinéma de Singapour, les mecs étaient tout de suite intéressés, alors qu'en France, on regardait avec des yeux ronds, ça intéresse personne. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser petit à petit dans Mad et puis après dans d'autres revues. Déjà ma passion pour le cinéma hongkongais, enfin asiatique en particulier, et puis c'est vrai que je suis toujours à la recherche un peu de nouvelles saveurs cinématographiques. Et ça a dû être au milieu des années 90, je suis tombé dessus par hasard, quoi. Enfin, j'avais entendu parler évidemment de la catégorie 3, mais je ne me rendais pas compte non plus peut-être de l'ampleur du mouvement, de tout ce que c'était. Et puis j'ai commencé à travailler sur un bouquin il y a 10 ans en fait. J'ai commencé il y a 10 ans et d'abord je l'ai écrit en anglais parce qu'il y avait un éditeur qui était intéressé. Finalement ça a traîné. Entre-temps j'ai trouvé un éditeur français qui a été intéressé et finalement qui m'a lâché. Et j'ai retrouvé un nouvel éditeur. Bref, ça s'est un petit peu étiré, mais ce qui m'a permis entre-temps de faire pas mal d'interviews en plus de gens que je voulais vraiment avoir pour le bouquin et de donner vraiment un panorama complet de ce qu'était la catégorie 3. C'est vrai qu'au début, je fais un plan de travail classique et tout, puis bon, ça a changé au fur et à mesure du temps, de nouvelles idées qui arrivaient. Le but que j'avais en tête, grosso modo, c'était de montrer que la catégorie 3, c'était pas seulement cette image un petit peu caricaturale qu'on a du cinéma trash, mais que ça peut véritablement servir de fenêtre sur la société hongkongaise, en fait. Notamment via les tabous qu'il y a en Chine, parce que société hongkongaise et chinoise un peu plus largement aussi. Ça permet de parler d'énormément de sujets, de la place des femmes, ça permet de parler aussi des problèmes d'habitation via des films comme Catchman, ça permet de parler aussi de la rétrocession, ça c'était quand même un des thèmes centraux liés à la catégorie 3. Et donc en fait le livre touche vraiment à des thématiques très très différentes. Non, ça on me le demande plus que je sais pas. Je sais que Story of Ricky, ça a été vraiment une des premières claques. Story of Ricky, c'était incroyable quand je l'ai vu. Ouais, j'avais jamais rien vu de comparable parce qu'il y a ce premier degré vraiment à fond dans les scènes romantiques. Moi, je trouve qu'il fonctionne tout à fait. Puis il y a ces scènes ultra violentes mais qui sont vraiment bien faites. Puis Lam Nam Choi qui est vraiment un artisan soigné. Enfin, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, qui travaille vraiment, qui prépare bien toutes ces scènes et ça se voit. Tous les plans sont bien léchés, le montage est vraiment bien fait. Ça fait partie des premières grosses baffes. C'est différent comme c'est très vaste aussi. Alors on va dire pour le côté exploitation, il y a Story of Ricky obligatoirement, Dr Lamb parce que c'est un film d'une noirceur incroyable malgré les pointes d'humour qui ont été faites un petit peu pour justement casser avec cette noirceur qui était vraiment très dure. Et du côté érotique, il y a un film qui s'appelle Sichuan Concubines, qui est vraiment une petite merveille. Et là, ce qui n'est pas très connu, on n'a pas réussi à avoir de copie, on aurait bien voulu le présenter là, mais impossible d'avoir de copie du film, trouver les ayants droit, ça a été un des gros problèmes ici pour la rétro. Le
c'était de donner une vue d'ensemble un petit peu de ce que pouvait être la catégorie 3. Donc on a un film entre guillemets d'auteur, enfin un film non cinéma d'exploitation, c'était Viva Erotica. Il nous fallait le côté trash démentiel, c'était Ebola Syndrome. Le côté un peu plus léger, comédie érotique, c'était Electrical Girl. Et puis le film en costume érotique fantastique, Erotic Ghost Story 2. Et enfin un autre sommet, un petit peu Story of Freaky. Donc il fallait vraiment donner une vision d'ensemble, montrer qu'il y avait des choses très différentes qui existent au sein de la catégorie 3. Parce que pour beaucoup de gens... Enfin, les gens qui connaissent un petit peu, généralement, ont une vue assez caricaturale, c'est-à-dire qu'on va penser Ebola Syndrome. Mais on n'imagine pas qu'il y a des choses à côté comme Electrical Girl, qui est une comédie, moi je trouve très, très amusante, très légère. Et donc il y a des choses assez différentes dans cet univers-là. La catégorie 3, en fait, quand on prend les résultats du box-office, il y en a vraiment des premières places jusqu'aux dernières. Et ça correspond bien au mode de production, parce qu'il y avait certains films qui étaient tournés avec des budgets, mais ça devait être $1000 hongkongais, quoi. Il y avait vraiment des trucs. Il y a certains films sur lesquels on n'a absolument aucune information. Hein. Moi, je sais que à la base, j'avais commencé à établir tout un listing de tout ce qui était sorti. Il y a certains films, j'ai le titre, le résultat au box-office, mais j'ai aucun nom de producteur, pas de nom de réalisateur. Donc il y a tout un pan de la production hongkongaise, pourtant qui n'est pas très vieille, sur lesquels on n'a plus aucune information. Après, au niveau du public, c'était très vaste, quoi. C'est vrai que pour les films qui avaient le plus gros succès et tout ça, les gens y allaient. Alors, on imagine généralement que c'est un public masculin, mais c'était pas forcément le cas. Les jeunes y allaient en couple. Il n'y a pas forcément cette image Grindhouse qu'on peut avoir en Occident, c'est-à-dire un cinéma de quartier, un petit peu des salles déliquescentes, enfin le côté un peu malsain et tout. Non, là-bas, ça passait vraiment dans des salles prestigieuses, aussi bien que dans des petites salles de quartier, mais les pires films trash étaient capables de faire des énormes succès au box-office. Hein. Hong Kong, l'industrie du cinéma hongkongais, c'est une industrie qui va très vite. On est déjà sur le film suivant. Donc après, l'idée de garder, de préserver le cinéma, c'est quelque chose qui est assez récent. Bon, maintenant, il y a la Cinémathèque de Hong Kong qui fait quand même un très gros travail là-dessus. Mais eux-mêmes, par exemple, ils ont en catégorie 3, ils ont quasiment rien. Les producteurs, il y a aussi énormément de problèmes parce que les boîtes de production de l'époque ont vendu les droits à des compagnies, des fois qui les ont revendus, donc on est dans un espèce de no man's land juridique, on ne sait plus d'où qui a les droits. Par exemple, Untold Story, c'est le grand mystère, Hermanio ne sait plus qui a les droits. De toute façon, même de copie 35, on n'avait pas le moyen de mettre dessus et on ne trouvait plus les producteurs, quoi, les ayants droit actuels. Donc c'est vrai que c'est dur de pouvoir trouver des copies actuellement. Ouais. Catégorie 3, basiquement, c'est les films interdits au moins de 18, donc... mais c'est vrai que ça représente, à Hong Kong, ça représente, même s'il y a aussi bien du cinéma d'auteur, des films politiques, des films d'exploitation et tout ça qui sont là-dedans, ça correspond quand même à une certaine entité dans le sens que c'est un cinéma qui brise des tabous. D'une manière ou d'une autre, ça peut être très bien parler de l'homosexualité, ça peut être très bien montrer les signes secrets des triades, ça peut être tout simplement, évidemment, plus classiquement, l'érotisme ou la violence, mais c'est un cinéma, en tout cas, qui confronte certaines faces cachées de la société hongkongaise. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'équivalent en Occident. La catégorie 3 existe toujours, mais en fait, maintenant, les producteurs n'osent plus vraiment s'aventurer là-dedans, quoi. Depuis la rétrocession, il y a certains thèmes que le gouvernement de Shinpop a bannis. Alors, c'est officieux tout ça, il n'y a pas de formulaires qui sont arrivés dans toutes les maisons de production, vous n'avez plus le droit de faire ça et tout, c'est beaucoup plus subtil. Et par exemple, les films qui traitent de magie noire, c'est très 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 mal vu. Et ils savent, par exemple, tous les producteurs hongkongais savent que s'ils font un film comme ça, il ne sortira pas en Shinpop. Les films de triade qui glamourisent les triades ou qui montrent trop les connexions triades, police, politique, c'est aussi très mal vu. C'est pour ça qu'Élection s'est retrouvé interdit au moins de 18 ans. Les films qui disent du mal de la police, ça aussi c'est mal vu. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont pas... c'est-à-dire c'est pas écrit noir sur blanc.
tous les producteurs à Hong Kong le savent, et donc ils osent beaucoup moins s'aventurer maintenant dans ce genre de cinéma, quoi. Par exemple, la production érotique actuelle, elle existe un petit peu encore en direct ou vidéo, mais comparé à ce qui se faisait dans les années 90, c'est soft, mais je veux dire, c'est digne des trucs de M6 le dimanche soir. C'est vide, il y a vraiment rien, alors que dans les années 90, ça allait assez loin, aussi bien graphiquement que dans les idées, il y avait une espèce de folie, quoi. Bon, puis de temps en temps, il y a quelques films, on voulait vraiment montrer un film de la catégorie 3 après la rétrocession, donc on a pris Electrical Girl, qui montre nouveau cinéma érotique, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus léger, c'est plus juste des scènes topless et tout ça. Mais par contre, ce film, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait toujours le scénario quand même qui est complètement fou. Enfin, je réussis toujours pas à comprendre comment on peut arriver avec une histoire d'une nana qui envoie des décharges électriques quand elle arrive à l'orgasme, et puis petit à petit qu'elle découvre qu'elle peut voir les numéros du loto. Enfin, c'est tellement fou quand on y pense. Ouais, moi je trouve que c'est très amusant, quoi, ce genre de choses. Début des années 90, je crois qu'on avait quasiment au moins une baffe par mois. On avait vraiment un bon film par mois, au minimum. Ouais. Et maintenant, on a 2-3 films dans l'année qui sortent vraiment du lot, mais le reste de la production est vraiment très, très, très triste. Moi, je trouve que alors je crois que c'est en partie lié à un formatage qui se fait de plus en plus dans la production. Alors à la fois un formatage pour plaire effectivement aux autorités, parce qu'on essaie de ne pas faire des débordements dans tous les sens. Un formatage aussi pour plaire à l'exportation, parce qu'ils pensent de plus en plus maintenant à l'Occident, donc ils ont une certaine vision, une idée de ce que les Occidentaux aiment. Donc les films sont de plus en plus formatés. On avait commencé à le voir déjà avec des films comme Gen X Cop ou Gen Y Cops, qui sentaient vraiment une certaine américanisation de la production qui n'était pas très intéressante. Et effectivement, bon, ça sent au niveau de la production, il y a plus ce mélange des genres qu'il y avait dans un film avant, au début des années 90. On voyait ça passait de la comédie à l'horreur brute, au drame, au film d'amour. Maintenant, ça reste toujours sur une espèce de même ligne directrice, sans que ça décolle véritablement, quoi. Donc, plus, effectivement, ils ont des problèmes de budgétaires. Enfin bon, c'est pas vraiment la fête actuellement à Hong Kong, je trouve. On peut espérer, enfin, il y a toujours, c'est comme dans toutes les industries, il y a des hauts et des bas. L'industrie cinéma hongkongais avait connu une crise dans les années 70, et elle est revenue après. Donc il n'y a pas de raison. Par contre, je pense qu'il faut une véritable volonté de la part aussi des producteurs de sortir des chemins qui sont en place actuellement. Tant qu'ils seront omnibulés par ce marché chinois dont ils n'avaient pas besoin avant, parce que les productions ne sortaient quasiment pas en Chine pop. Tant qu'ils seront omnibulés par ça, le cinéma hongkongais sera appauvri au niveau des histoires, ça c'est clair. Et heureusement, il y a quelques cinéastes comme Herman Yeo qui réussit à sortir. Il a sorti Gongto il y a de ça quelques années, qui est un véritable, c'est un bras d'honneur à l'industrie, au gouvernement chinois. Il a mis dans ce film tout ce qui était tabou. Il a tout mis là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, de producteurs et tout ça qui sont capables de le faire actuellement, en tout cas. Ça permettait en fait la sortie de films qui étaient considérés plus sensibles. Maintenant, ça n'a pas du tout enlevé le comité de censure. Le comité de censure est toujours là. Disons que la différence avant l'établissement de la catégorie 3, c'est qu'un film comme Ebola Syndrome, par exemple, aurait été purement et simplement interdit de projection. Voilà. Avec la catégorie 3, le film a pu sortir, certes coupé, et interdit aux moins de 18 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des films qui sont interdits aux moins de 18 ans, mais qui sont vraiment charcutés à côté. Dr Limb aussi, il a été coupé. En fait, il y a énormément de films qui ont été coupés. Enfin, j'en parle un petit peu dans mon bouquin, des différents trucs là-dessus. La censure n'a pas du tout arrêté à Hong Kong avec l'arrivée de la catégorie 3. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer, ça y est, avec la catégorie 3, tout est permis, mais non, le comité était toujours là. Il n'était pas forcément c'était pas forcément un comité de censure plus intelligent que ce qui existait avant. Donc quand ça allait trop loin, puis on le voit bien dans Ebola Syndrome, il y a eu, je me souviens plus le nombre de passages qui sont coupés, mais il y en a énormément, et puis ça se voit clairement, quoi, dans le film, c'est-à-dire que c'est des cuts qui sont vraiment sauvages, quoi. On passe une action, l'action est coupée, on passe à la scène suivante,
et on le sent, le vide, on le voit vraiment, quoi. Donc ça nuit vraiment à la créativité, puis à la volonté de l'artiste, en tout cas. C'est la discussion que j'ai eue avec certains, avec des réalisateurs, des producteurs. Le comité de censure, il y tourne, en fait, les personnes qui sont là. Donc, il suffit qu'ils tombent sur des personnes qui sont beaucoup plus strictes à ce moment-là. Le film va être beaucoup plus sévèrement touché. Mais c'est vrai qu'il y a, de toute façon, dans la censure, il n'y a généralement aucune logique. Il y a des films, par exemple, voilà, normalement, il est interdit de montrer des sexes masculins à l'écran. Le problème, c'est qu'il y a eu au moins 3 films dans lesquels on peut voir des pénis. Par exemple, il y a un film de Singapour qui s'appelle Bungie Street, où toutes les scènes comme ça osées sont passées, uncut. J'en parlais avec le réalisateur, lui-même ne comprenait absolument pas comment ça avait pu passer. Donc c'est vraiment des histoires de est-ce qu'on tombe au bon moment sur sur la bonne personne au comité de censure. Il y a aussi des connexions. Parce qu'il faut savoir que certains producteurs ont plus d'affinité avec certaines personnes du comité, donc des fois avec un peu de pression. Ok, il y a des réalisateurs aussi qui jouent. Bon, je coupe cette scène, par contre tu me laisses cette scène intacte. Donc il y a tout un jeu derrière avec le comité de censure qui semble un peu puéril quelque part, quoi, mais qui est bel et bien présent en tout cas. On vient de sortir celui sur Lucio Fulci. Après, il va y avoir celui sur la musique dans les films de genre. Après, il y aura un sur le Shambara, le film de sabre japonais. Et puis, en fait, on a une liste comme ça de livres. Et grosso modo, on va toucher vraiment à toutes les facettes du cinéma populaire, quoi. Quels que soient les pays, on veut vraiment pas s'arrêter parce que généralement le problème, c'est ça. Tous les écrits qu'on trouve généralement, ils s'intéressent au cinéma populaire, mais américain. On trouve beaucoup de choses. Après, européen, c'est bien. Puis après, dès qu'on touche à tout le reste de la production mondiale, c'est le vide complet. Donc c'est un peu le but, voilà, avec cette collection aussi, de donner une vue, de montrer un peu tout ce qui existe, quoi.